go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 27e épisode du Facebook Podcast dans lequel on va débriefer notre victoire au forceps contre les Raiders et parler de notre prochain match contre les Cardinals. Pour m'accompagner, Olivier et Gonzague. Salut les gars. Salut. Donc je viens de le dire, victoire, une nouvelle victoire, la 9e de suite contre les Raiders, mais ça a été plus compliqué que prévu, ça a été beaucoup plus compliqué évidemment que ce dont on a parlé dans le dernier podcast avec Olivier, puisqu'on a gagné 37-34 après prolongation. Sur un field goal de Robbie Gould après qu'il ait manqué le field goal de la victoire dans le temps réglementaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, Gonzague? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Écoute, moi pour ma part, je suis ravi en fait du déroulement en fait de la partie pour une raison toute simple. C'est que la seule chose qui nous faisait peur, on l'a dit tout au long de la saison, c'était que le pire ennemi des 49ers, c'est eux-mêmes. Qu'on a eu des soucis parfois un peu de mental avec des défaites qui n'auraient jamais dû avoir lieu, on va dire, dans le premier tiers de la saison. Et je trouve que cette victoire au forceps sur un match qui était donné comme gagné d'avance, c'est une excellente piqûre de rappel, un bon coup de pied au cul pour bien expliquer que chaque match doit être parfaitement préparé, parce qu'il faut se le dire, je pense qu'il n'y a pas un seul supporter des 49ers qui s'est dit pendant une seule seconde avant le match, tiens, on peut le perdre. Et là, je trouve que c'était une excellente piqûre de rappel de se dire, bah tiens, on a gagné en prolongation face à une équipe jugée plus faible, avec leur quarterback remplaçant à la tête. Donc voilà, je suis content de cela, parce que je trouve que c'est une bonne préparation en vue des playoffs, comme quoi chaque match doit être vraiment pris au sérieux. Et également le fait qu'on ait pu rattraper 10 points de retard, j'ai trouvé que c'était une excellente chose, un très bon entraînement pour Brock Purdy. Donc voilà, de manière générale, je suis content paradoxalement, je suis presque plus content que l'on ait gagné comme ça au forceps que plutôt une victoire large. De ce point de vue-là, il y a des victoires qui peuvent nous apprendre. Voilà. Olivier, même avis que Gonzague? Ouais, bah écoute, on en avait quand même parlé dans le podcast précédent, quand je disais que je passais pour un pisse-froid en disant qu'il fallait arrêter de s'enflammer. Et moralité, il s'est malheureusement passé ce que je t'avais dit. Tout le monde ici est vu beau comme des camions. Et en défense, on a joué sans intensité. On était en retard quasiment sur tous les snaps. Moralité, on s'est fait concasser. On a fait des fautes qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc, on s'est retrouvé en galère. Moi, j'étais presque d'humeur à ce qu'on perde le match, parce que je me suis dit, si on perd celui-là, au moins, ça fait un bon coup de pied au cul, et qu'après, si on fait encore une série de 8 victoires d'affilée, c'est plutôt bon signe pour le Super Bowl. Voilà comment moi, j'ai vécu le match. Mais après, on rentre en détail sur les joueurs, mais c'était tout faux. Ça a été tout faux en première mi-temps. Non, c'était tout faux tout le match. Pas que la première mi-temps, tout le match en défense. On a été lamentable. Je crois qu'on a pris plus de 500 yards dans les dents. C'est scandaleux. Là, ça arrive au meilleur moment, comme le disait Gonzague, parce que c'est en fin de saison, ça fait une bonne piqûre de rappel. Mais c'est sur ce qu'on a vu dimanche, la seule chose qu'on peut voir de positif, c'est vraiment le fait qu'on ait remonté, que soit revenu au score. Mais même au niveau des équipes spéciales, on rate un field goal qui est inratable, par un kicker qui n'est pas un débutant et qui facture 5 millions la saison, quoi. Ouais, dans l'ensemble, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est le mot piqûre de rappel, en fait, je pense, qui résume le mieux ce match, parce qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Tu disais, Olivier, que ça t'aurait pas dérangé de le perdre. Comptablement, c'est quand même mieux de l'avoir gagné pour la course parce qu'on est encore en course pour la première place de NFC, mine de rien, parce que si on gagne contre Arizona et que Philly perd contre les Giants, on aura cette première place, tout simplement, aussi en profitant de la défaite des Vikings. Mais donc comptablement, c'est quand même bien de l'avoir gagné. Et puis comme vous le disiez, le fait d'avoir réussi à revenir, ça prouve de la force mentale. Évidemment, la défense, elle est passée à côté dans ce match-là, et on s'est fait concasser par un quarterback qui avait jamais joué en NFL. Mais dans l'ensemble, ouais, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Je pense qu'on peut passer aussi, on peut en parler assez largement sur les points positifs et les points négatifs. Je pense qu'on va partir là-dessus, et puis même on va agrémenter un peu là-dessus. Est-ce que vous avez un top sur ce match? Parce que même si on a envie de parler des flops pour une fois comparé à nos victoires précédentes,
ça reste une victoire. Donc, on va commencer par les tops. Est-ce que Gonzague, tu as un top sur ce match? Écoute, je suis encore hésitant entre deux tops, mais j'ai presque envie de parler du moins évident. Et je vais encore parler, décidément, je suis un peu radoteur de Brock Purdy. Parce que j'ai trouvé que je l'ai trouvé dans la gestion de ses drives lorsqu'il a fallu chercher les 10 points de retard. Je l'ai trouvé très intéressant, très méticuleux. Je ne dis pas qu'il a été parfait sur ce match-là parce que je le mets en top, alors que paradoxalement, si on prend l'ensemble du match, il est très loin d'avoir été le meilleur joueur sur le terrain, très objectivement. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les tops, c'est la manière dont il a mené les drives pour aller chercher les points de retard. Je l'ai trouvé très méticuleux, avec une gestion de l'horloge qui était, en ce qui le concerne lui, je ne dirais pas ça des autres joueurs, mais qui n'était pas trop mauvaise. Vraiment, j'ai apprécié vu que c'était vraiment la première fois où il était confronté à ça. Et donc, j'ai trouvé que voilà, il menait ses drives plutôt correctement et ça m'a plu. Voilà, il y a d'autres tops qui pourraient me venir à l'esprit, mais je vais laisser les autres en parler parce que je pense qu'on aura le même. Mais voilà, j'ai bien aimé sa manière de mener ses drives lorsqu'on était mené au score. Olivier, tu n'as pas l'air 100% d'accord avec le top de Gonzague. Non, moi je l'aurais quasiment mis en flop parce que moi je suis pas gentil, vous le savez, mais faut pas abuser quoi. Enfin, on a tous vu le même match ou quoi? Il y a des actions où il y a des boulevards, il a qu'à lâcher le ballon, il le donne pas au bon joueur. L'interception qu'il fait, il a dû confondre les maillots parce qu'il a visé directement le JB. Alors il semblerait, et c'est tout à son honneur à ce gamin, qu'il ait dit, c'est ma faute, j'ai pas vu le second JB. Ça change de Zach Wilson, qui c'est jamais sa faute. Lui, il dit au moins. C'est ce que j'allais dire. Voilà, j'avais déjà parlé de Zach Wilson là-dessus. Il assume totalement. Après, j'ai regardé le match sur une chaîne américaine où c'était Marc Sanchez qui expliquait. Il y a 2 actions flagrantes où il oublie des receveurs libres de tout marquage. Voilà, alors, ok, d'accord, je sais, je suis très, très dur avec le gamin, mais je suis navré, désolé, pardon, on n'est pas là juste pour faire de la figuration. Il est quarterback de San Francisco, on me l'a vendu comme le mix entre Joe Montana et Dan Marino. Partant de là, moi si je reste bête et méchant, hein, surtout bête, j'assume. C'est que pour moi, j'ai pas vu ni Montana ni Marino, j'ai vu quelqu'un qui a des qualités, mais qui est très, 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 très perfectible, comme je dis depuis un petit moment. C'est pour ça que, doucement, avec Purdy, de là le mettre en top, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas l'inverse. Je t'ai pas dit sur l'ensemble du match. J'ai même précisé à nos auditeurs que c'était presque l'un des moins bons sur le terrain. Je parle juste il y a 2 drives que j'ai en tête où qu'il a mené, j'ai trouvé de manière intelligente. C'est-à-dire que paradoxalement, au moment où la pression était la plus forte sur ses épaules, c'est là qu'il a été le meilleur sur le match, en fait. C'est ça que j'ai apprécié, en fait. Je dis pas qu'il a été parfait, loin de là. D'ailleurs, les commentateurs et les journalistes l'ont plutôt remarqué, puisque c'est paradoxalement un des joueurs les moins bien notés lors du match, et à raison. Mais je dis juste que sur 2 drives en particulier, j'ai trouvé qu'il a eu du sang-froid, il a mené son équipe correctement sur ces 2 drives-là, et paradoxalement, voilà, c'est là où il y avait le plus de pression sur lui, et c'est là où il a été le meilleur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut noter en vue des playoffs. Voilà. Bien sûr. Voilà, vu sous cet angle-là, on est d'accord, on dit à peu près la même chose, sauf que toi, tu le mets en top pour 2 drives, on va dire, et moi, je le mets en flop pour quelques erreurs. Donc, dans un sens comme dans l'autre, je pense que nous sommes excessifs l'un comme l'autre dans nos choix. Bon, j'avais un autre joueur aussi, je vais vous laisser en parler, parce que j'imagine que quelqu'un je couperai un petit peu la poire en deux sur ce truc-là. Je suis d'accord avec tous les deux. J'ai pas forcément grand-chose à redire. C'est vrai que sur l'ensemble du match, je l'ai trouvé moins percutant, moins à l'aise que sur les rencontres précédentes. Comme tu l'as dit, Olivier, il a loupé quelques lectures qui paraissaient évidentes. L'interception, elle est vraiment pas belle. Mais il y a aussi ce côté où il a eu la force mentale de ne pas se laisser envahir en fait par ses mauvaises actions et rester concentré, rester dans son match et bien emmener l'équipe jusqu'au bout. Olivier, du coup on l'a compris, c'est pas Brock Purdy ton top, mais c'est qui ton top? Moi, allez, on va faire une devinette. Il est receveur, c'est pas le plus grand, c'est peut-être pas le plus costaud, mais sur le dernier drive, il s'est transformé en beast mode. Brandon Ayuk. Vous avez vu le match qu'il nous a sorti, les enfants?
Vous avez vu le match de fou furieux qu'il nous a sorti? Le dernier drive, il a dit allez, c'est bon, gamin, envoie-moi tous les ballons. Je vais tous les récupérer. Et même quand ce n'était pas des 50-50, mais des 25-75, il mangeait les mecs, il récupérait. Il a été exceptionnel. Ayouk, l'année dernière, il a eu un peu de mal à se remettre dans le bain. Mais là, cette année, waouh, les gars, quel joueur. Quel joueur. Et sur des effets, vous prenez tous ces démarrages, démarquages, changement de direction. Il casse les reins à tout le monde. Et puis, il va chercher des ballons dans des zones qui ne sont pas évidentes. On sait qu'il y a certains receveurs qui n'aiment pas trop aller au milieu parce que ça pique plus fort. Il vaut mieux se faire caresser par un cornerback que se faire concasser par un linebacker. Et lui, toutes les zones du terrain, profonde, dans le slot, de partout. Franchement, très très gros match. Il met encore un touchdown. Il est très efficace. Il nous fait un dernier drive magique. Total respect pour Brandon Aiyuk. Il est monté en puissance parce qu'il a eu un peu les mains savonnettes sur une passe de Purdy en début de match. Mais en effet, il est bien monté en puissance tout au long. Et surtout, c'est ce qu'on disait lors d'une précédente émission, ils sont en train d'assumer clairement un statut de wide receiver numéro 1. Et ça, c'est une très bonne chose parce que c'était vraiment les points de doute qui étaient les siens lors de sa draft. Où c'est un joueur qui, à l'université, était receveur numéro 2 derrière N'Keal Harry. Et jusqu'à la draft de ce dernier où il a endossé le rôle de numéro 1. Mais voilà, il a été receveur numéro 1 qu'une seule année à l'université, pas plus. Et il est en train vraiment de monter en puissance et il devient très intéressant. On en a parlé maintes et maintes fois au cours des précédentes émissions. Vraiment, c'est une très très belle surprise pour cette année-là et qui nous prouve bien que nous ne sommes pas sous une Deebo Samuel dépendance, même si nous avons tous le joueur au sein de l'équipe. Ouais, je me souviens de nos previews où on faisait des hot takes où une des hot takes c'était Aiyuk va devenir notre receveur numéro 1. Bah, en fait, finalement, il l'est. Il l'est aussi par la force des choses parce que Samuel fait une moins bonne saison, mais en même temps, si on arrive, on espère tous avoir en même temps le Samuel de l'année dernière et le Aiyuk de cette année, je pense que dans l'attaque aérienne, ça va commencer à faire pleurer pas mal d'adversaires. De mon côté, mon top, il va se situer en attaque aussi. Enfin, je pense que c'est assez évident vu le niveau de notre défense sur ce match-là. Moi, ce sera le jeu de course dans son ensemble. Et avec évidemment en fer de lance Christian McCaffrey. Parce que quand tu fais 121 yards en 19 courses, bah, ça te pose un match, quoi. Mais même dans l'ensemble du match, on a fait 27 courses, 170 yards, plus de 6 yards de moyenne. Les mecs qui sont rentrés, on a vu Jordan Mason qui a marqué son premier touchdown avec San Francisco, hein, le grand ami d'Olivier et moi-même, donc ça fait plaisir. Même Tyrion Davis-Price a eu une petite course, il a fait 5 yards, Danny Gray a couru, Kadius Check a couru. Il y a une bonne répartition et puis dans l'ensemble, on a quand même toujours réussi à bien faire avancer les chaînes par le jeu de course, donc très 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 positif en vue des playoffs que le jeu de course. Je dirais pas se mettre au niveau parce qu'il était déjà depuis plusieurs semaines, mais continuer à se placer comme il l'est. Et si on a un McCaffrey de ce niveau-là sur les playoffs, on va faire de mal à beaucoup d'équipes. Je suis très content que tu parles du jeu de course en général plutôt que nécessairement te focaliser sur McCaffrey comme j'avais envisagé de le faire initialement. Pour une raison toute simple, c'est que quand on parle du jeu de course efficace, on a toujours tendance à penser aux coureurs. Moi, ce qui m'a fasciné également, c'était un de mes tops, c'est cette ligne offensive, les blocs qui a eu lieu sur la ligne offensive. D'ailleurs, notons la bonne entrée de Brunskill en cours de match. On a tous paniqué un peu quand on a vu Banks à terre. Brunskill a fait une bonne entrée. Voilà, match encore énorme de Trent Williams. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a besoin de le préciser? Voilà, mais vraiment, sur le jeu de course, c'est presque la ligne offensive qui m'a le plus impressionné, au-delà de la prestation stratosphérique à 200 yards cumulée passé course de McCaffrey. C'est vraiment la ligne offensive que j'ai trouvée très très bonne. Ça, c'est très bien que tu le présentes comme ça. Oui, et puis je suis entièrement d'accord avec vous, les gars, à ce niveau-là, au niveau des running backs. Alors, j'ai lu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent oh là là, mais ils font trop jouer McCaffrey, ils vont l'épuiser. Pas qu'il soit plus que ça sursollicité. Et il fait
Je vois Gonzague qui opine du chef, qui est pas trop d'accord, mais bon, je trouve pas qu'il soit sursollicité. Il y a des drives où on le met carrément dans le formol, on le fait sortir que pour une action. On permet à d'autres joueurs de toucher le ballon. La course de Jusic, elle le permet de changer complètement tout le monde s'attend à une course à gauche, ça feinte, ça part à droite et Jusic il avance largement. Non, franchement, je trouve que c'est au niveau du jeu de course. Et petit point, parce que tu as parlé de tout le monde, alors, on tape souvent sur le dos du numéro 109. Il n'a pas fait un mauvais match, McClinchy, cette semaine. Alors que la semaine dernière et les semaines présentes, on l'avait trouvé tout pourri. Là, il n'a pas été tout pourri, loin s'en faut. Donc, quand les joueurs ne sont pas bons, je suis le premier à le dire. Et quand ils sont bons, comme il a été là, McClinchy, j'ai rien à lui reprocher. Après, on va être honnête, les copains. La défense de Las Vegas, Je suis d'accord. elle est en mousse, hein. Contre la course, on a été très bon, mais en même temps, la défense contre la course des Raiders, ça a été abominable. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est un problème ancien chez les Raiders. On en a fini pour les tops, on va passer au flop parce qu'il s'est moins bien passé et il y a eu des choses vraiment moins bien dans ce match-là. Gonzague, c'est quoi ton flop numéro 1? Oh putain, j'aurais presque envie de laisser parler Olivier en premier, tellement j'en ai plein en tête. Donc Olivier, si tu On peut. Hein. Vas-y, le premier. Ouais, Olivier, lance-toi. Numéro 54, Fred Warner. C'était le mien aussi. C'était la même idée. Fred Warner, il a été, je pense que depuis qu'il est titulaire à San Francisco, c'est son plus mauvais match. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu être aussi nul, c'est le terme à employer, nul, que sur ce match-là. Il leur donne un touchdown, parce que je suis désolé, quand il fait le face mask sur la 3e et 12, il est derrière la ligne de scrimmage, il va arracher la tête à je crois que c'est Renfro ou l'autre. Moi, je crois que c'est Renfro, il va lui arracher la tête. Ça n'a aucun sens. J'avais l'impression qu'il s'est fait greffer le cerveau de Greenlow. Donc, c'est aucune utilité. Sur les plaquages, il était en reculant au lieu d'enfoncer les mecs. On avait presque l'impression que c'est lui qui allait couiner. Sur sa couverture de passe, il n'était pas là. Et il est où le leader charismatique? Il est où le patron de la défense? Il est où le chef du milieu de terrain? Il n'était pas là. Donc, lui, le problème, c'est quand il n'est pas bon, ça se voit directement. Et c'est à ça aussi qu'on se rend compte à quel point ce mec peut être exceptionnel. Et quand il n'est pas bon, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour moi, pour mon plus gros flop, c'est Fred Warner. Et je ne l'avais jamais vu être aussi mauvais depuis qu'il joue à San Francisco. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça faisait partie de ceux que j'avais envie de citer. Je vais même plus loin que ça. C'est qu'il y avait le fond et la forme avec Warner. C'est-à-dire, non seulement il a fait un match chiant, mais même j'ai trouvé abominable ces espèces de réactions au niveau du visage lorsqu'il se faisait prendre. On avait l'impression qu'il chialait sur le terrain. Il n'était pas dedans. Et à un moment, j'étais à 2 doigts de me dire, est-ce qu'il ne serait pas bon carrément de le sortir? Il n'est pas du tout dedans. Je ne pensais pas un jour penser ça de Warner et je te rejoins complètement. Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai pas souvenir d'un match aussi moyen, pour ne pas dire nul, de Warner. Mais vraiment, je me suis dit, il a un truc, il a oublié ses clés de voiture dans sa bagnole sur le parking, il y a un truc qui ne va pas. J'étais vraiment à 2 doigts de me dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on le sorte? Parce qu'il était... Ouais, il avait l'air en dehors, en fait. Il avait l'air ailleurs. Il n'était pas concentré. Et il n'était pas concentré, il était absent. Il fait des fautes, alors on a l'habitude, je pense que c'est un joueur qu'on aime tous beaucoup. On a l'habitude de le couvrir de louanges parce qu'il le mérite. Mais là, vraiment, sur ce match-là, tu parlais du face mask. Il est grossier, le face mask. Parce que non seulement il est très, très, très large, on voit la trajectoire de la chute de Renfro qui laisse place à aucun putain de doute. Mais en plus, c'est sur une 3e et loin. C'est sur le début, c'est sur la ligne de scrimmage qui fait ça. Même s'il le laisse passer, même s'il le chope pas, le mec faisait jamais le first down. Donc en plus, non seulement il est grossier, mais il est débile. Donc pour le coup, ouais, non, je suis d'accord avec vous. Warner est complètement passé à côté de ce match. Et en plus, il faut quand même pas oublier aussi que quand il mate le dernier touchdown qu'il mate avec Josh Jacobs, c'est lui qui dans la end zone va faire une faute. Oui, bon, l'arbitre il a sifflé. C'est où on se retrouve avec le ballon sur nos yards. Je veux dire, c'est lui qui fait l'interférence de passe. Donc, ça fait quand même beaucoup d'erreurs grossières qui coûtent cher. Après, voilà, j'ai lu aussi pas mal de choses. L'arbitrage. Ok, l'arbitrage, il n'a pas été exceptionnel, mais on ne va pas s'arrêter à ça pour battre les Raiders. Hein. Je suis désolé. Voilà. Et puis, j'ai trouvé la réaction, là, pour le coup, de nos amis supporters exagérée par rapport à l'arbitrage. Oui, il n'a pas été fabuleux.
De là à dire qu'on aurait perdu ce match à cause de l'arbitrage, faut pas se foutre de la gueule du monde. Franchement, regardons au niveau de nos jambes avant d'incriminer l'arbitre de quoi que ce soit. Oui, on a vu de meilleurs arbitrages dans l'année, mais en tant que tel, c'est pas ce qui aurait expliqué notre défaite. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas ça. C'est clair. C'est clair. Gonzague, est-ce que du coup tu t'es décidé sur un flop ou pas? Ou j'y vais? Il est un peu dans la suite logique de ce que vous avez dit sur Warner. Je me suis inquiété d'un élément qui généralement est souvent problématique en play-off. C'est que, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, on n'avait pas revu autant de pénalités en défense de la part des 49ers depuis le match face aux Bears. J'ai trouvé l'équipe peu sereine d'entrée de match. Alors j'ai envie de dire, souvent on monte en puissance avec les ajustements des DeMeco Ryans au cours du match et que généralement voilà, on a tout été monté en puissance au fil du match qui se programme. Là, j'ai senti l'équipe nerveuse sur toutes les lignes. Ça s'est surtout vu à cause des schémas de jeu choisis par les Raiders sur le second et sur le troisième rideau. Mais paradoxalement, j'ai trouvé que c'était toute la défense qui était nerveuse et on a fait un nombre de pénalités beaucoup trop important. Et on a offert vraiment du yard gratuit aux Raiders. Et ça, pour le coup, c'est inacceptable en play-off. Si on doit perdre un match en play-off, ce sera entre autres à cause de ce type de problème. Et c'est une chose que je ne comprends pas à San Francisco, c'est que c'est tout et rien sur la question. On est capable de sortir des matchs où on sort 2 pénalités sur l'ensemble du match, et derrière, sans explication, on sort un match comme celui-là. On en revient à ce qu'on disait lors des précédentes émissions. Le principal défaut de San Francisco cette année est une question mentale. Et quand l'équipe commence à perdre pied, eh ben c'est toute la chaîne qui perd pied. Et là, ça s'est vraiment senti en défense dans ce match-là. Il y a des joueurs qui sont davantage ressortis que d'autres. Jimmy Ward, comment il s'appelle déjà notre cornerback numéro 2, Demodor le Noir. Voilà, le Noir, tout ça, Warner, tous ces joueurs-là ont sorti des matchs épouvantables, mais c'était tout simple, on les a cités parce que c'était les plus voyants. Mais la réalité, c'est que c'est ce qui a été. Moi, il y en a un autre que j'ai envie de citer juste dans cette liste-là, et c'est très inhabituel de le voir, c'est ces 2 actions de suite où Trent Williams prend des failles. Oui, tu as entièrement raison. Vraiment, pour le coup, s'il y a un mec qu'on n'est pas habitué à avoir prendre des flags, c'est bien Trent Williams. Oui, parce que quand à un moment il y a un holding, je me suis posé la question, je dis putain, et puis non, c'était pas le 69, c'est 71. Alors tu peux rien dire parce que c'est lui, mais bon, ça m'a fait penser un peu le match contre les Chiefs où il se retrouve à se faire à un moment, Jimmy se fait défoncer et ça arrive de son côté gauche parce que il s'était fait prendre une chanson, mais là il n'a pas pris de chanson, il a juste pris un holding ou 2 holdings d'affilée où on se retrouve avec des situations complètement ridicules. Oui, parce que ça, il fait un holding, on est en première et 20, Brock il fait une passe pour Jennings qui fait 19 yards et l'action juste après il refait le holding, c'est ça, c'est le drive dont tu parlais, Elliot, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, parce que la passe, je m'en souviens très bien, qu'elle super passe et elle est rappelée justement par un. Ouais. J'ai pensé comme toi en fait quand il y a eu le mouchoir et qu'il a commencé holding, j'ai fait putain McGlinchey encore. Et puis pour une fois, c'était pas lui. Ouais, ça t'as raison, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ton flop Gonzague, l'indiscipline de l'équipe en général. Paradoxalement, sur Williams, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça a toujours été un joueur qui joue assez fort, assez agressif. Et le seul défaut justement qu'on lui prêtait dans sa carrière, c'est justement parmi, on va dire, les meilleurs tackles de la ligue, un tackle qui prenait quand même pas mal de flags. Et à San Francisco, notamment sa première année, un peu moins cette année, je suis d'accord, mais sa première année, il prenait quand même quelques flags. Donc le fait qu'il en prenne quelques-uns de par le style de son jeu ne me choque pas plus que ça. D'ailleurs, c'est pas plus que ça l'équipe offensive que je visais à travers les pénalités, c'est plus la défense. Vraiment que j'ai trouvé complètement décomposée. En fait, dès lors qu'ils ont vu que Stidham était capable d'être à 2 passes complétées pour plus de 20 yards, j'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché d'entrée en fait. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et après, le coordinateur offensif des Raiders a plutôt bien joué le coup aussi. J'ai trouvé que les schémas de jeu appelés par les Raiders, c'était loin d'être inintéressant.
Pour une fois que McDaniels montre quelque chose, c'est bien nouveau. Mais vraiment, non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment les pénalités en défense qui m'ont heurté. Bon, moi, pour mon flop, grosse surprise, je vais être aussi en défense. T'en as parlé vite fait de Jarrett Stidham. Je pense que personne ne pensait qu'on allait se faire massacrer par Stidham. Bravo aussi à lui parce que mine de rien, même si la défense était mauvaise, il a fait un super match vraiment. Mais moi, je voudrais revenir sur notre défense contre la passe. Je vais pas incriminer forcément les cornerbacks là-dessus parce que même si on a pris une valise de yards de Davante Adams, mine de rien, en fait, tout le monde prend des valises de yards par Davante Adams, donc c'était pas forcément le plus choquant pour moi. Moi, c'est le pass rush. C'est le pass rush, moi, qui a été le plus mauvais pour moi dans ce match-là. Nick Bosa a 0 sac, donc ça, on a l'habitude. Mais je trouve qu'on a manqué vraiment de pression sur Stidham. Parce que pourtant, en face, c'est pas forcément c'est pas des mecs de ligne offensive qui sont les plus réputés dans la ligue. Mais je trouve qu'on a manqué en fait de pression. C'est pas habituel qu'on finisse un match non seulement avec 0 sac, même si on n'est pas, mine de rien, en dehors de Bossa, on n'est pas l'équipe qui fait le plus de sacs en NFL. Mais je trouve que Stidham a quand même été un peu trop tranquille, à mon avis, pour lancer. Après, il a quand même réussi, je le redis, un match absolument fantastique. Et ces 2 interceptions sont un peu trompe-l'œil sur la fin de match. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'on a manqué de pass rush. Olivier, t'as pas l'air forcément d'accord avec moi. Le pass rush, je ne mettrais pas. Réellement, mon deuxième top, mais qui pour moi, c'est Théodomore Lenoir. Je vais dire le pauvre. Il a pris une leçon, mais c'est même pas, c'est même pas le fait de se faire croquer par Adams. À un moment, il se fait croquer par Adams, il se fait croquer par un autre receveur. La troisième action. Hollins aussi lui a mis pas mal de yards dans la gueule. Ouais, la troisième action, c'est Josh Jacobs qui part. On dirait qu'il le vise, il arrive face à lui, il fait whoop whoop, il disparaît, il passe. Et je me suis dit, putain, mais et ça y est, ils ont compris. Ils vont jouer toujours le maillon faible. Ils vont jouer toutes leurs actions sur Théodomore Lenoir. C'est une deuxième année. Il arrive du fin fond du Fétou. Lui aussi, c'était pas une star universitaire, voilà. Mais bon, enfin, sur le match, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Mais tu dis, tu n'incrimines pas les cornerbacks. Mooney Ward. Non, c'est pas que je les incrimine pas, c'est que je vais être. Ils ont fait un mauvais match, mais je les trouve moins coupables peut-être que le pass rush. Ils ont fait un mauvais match, assez clair, dans le sens où ils se sont fait quand même bouffer non seulement par Mooney, mais par Adams, pardon, mais aussi par Waller, par Hollins, etc. Mais pour moi, le problème est plus sur le pass rush. Ça, c'est marrant, c'est un peu l'émission du désaccord ce soir, parce qu'en effet, je reprends complètement Olivier. Alors oui, toute la défense a été mauvaise, mais paradoxalement, c'est pas le pass rush que j'irais incriminer, parce que on a quand même vu l'interception de Drake Jackson sur cette passe déviée en tant que telle. Donc moi, paradoxalement, le premier rideau, c'est celui que j'ai trouvé le moins mauvais du match. Et surtout, par rapport à Nick Bosa, Colton Miller chez les Raiders a sorti le match de sa vie. Absolument. J'ai trouvé que Stidham était mieux protégé que ce que j'aurais imaginé. En plus, Stidham, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Baylor, c'était un joueur qui était plutôt double menace et qui avait cette particularité d'avoir un très bon jeu de jambes. Pour le coup, quand je parle de jeu de jambes, c'est pas nécessairement dans le côté quarterback qui court. C'est vraiment quelqu'un qui se déplace avec un excellent jeu de jambes de manière latérale. Et il nous l'a encore montré hier. Il a été très, très, très mobile et il nous a un peu déstabilisé, un peu comme peut avoir le jeu de jambes d'un Russell Wilson. Comparons ce qui est comparable, bien entendu, mais un peu dans cette logique-là. Et donc, de ce point de vue-là, il nous a plutôt épaté. Là où j'ai trouvé Stidham mieux que ce que j'aurais imaginé, c'est que je l'ai trouvé très précis. Bon, certes, Adams nous a sorti un match fabuleux. Et par exemple, autre chose que je n'ai pas très bien compris, et je vais plutôt dans le sens d'Olivier, c'est qu'il y a eu des ajustements au cours de match. Et on a vu qu'au début, le noir, au lieu d'être sur de la zone, le noir s'est vachement occupé d'Adams. Le noir, il a quand même ce défaut pour un joueur extérieur d'être petit. Adams, c'est pas le receveur le plus grand de la ligue, mais il a une allonge de fou. Et on a vu que notamment Stidham a fait des passes très hautes. Et le noir était dépassé. J'ai pas compris en fait. Non, c'est pas le plus grand, mais non seulement tu as raison, il a une allonge de fou, mais parce que c'est un receveur hors du commun, mais il est quand même costaud. Hein. Faut pas oublier qu'il est quand même assez costaud. Je n'ai pas compris que le noir soit dessus en fait en tant que receveur numéro 2. Par contre, Charvarius Ward a été
très moyen, pour ne pas dire mauvais aussi, à la passe. Par contre, il nous a encore sorti un match stratosphérique contre la course. Hein. J'ai rarement vu un cornerback de ce niveau contre la course. Vraiment, qu'il soit premier de la ligue en stats, en plaquage au poste de cornerback ne me surprend pas du tout quand tu vois encore ce qu'il nous a fait là. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir telle différence de niveau de la défense contre la course ou contre la passe. C'est pour ça qu'ils ont insisté à la passe d'ailleurs. Hein. Les Raiders se sont très vite rendus compte qu'on était complètement alloués dans ce domaine. Oui, puisque tu disais par rapport à Colton Miller, la seule action où Bosa réussit à le concasser, c'est l'action où il va l'encastrer dans Stidham et Stidham il fait la passe en cloche que Gibson récupère. Hein. Je veux dire, ça prouve bien que Bosa. Enfin, moi j'ai trouvé que Bosa faisait un super match parce qu'il avait Colton Miller plus un gars qui venait tout le temps le mettre une cale. Et Stidham joue vachement vite. Enfin, ils ont trouvé un système de passe très rapide. En plus, d'entrée, il a mis 2 flèches qui sont bien parties et qui nous ont mis sur le recouloir. Et en règle générale, moi, c'est pour ça que sur le match, c'est plus. Et c'est pour ça que je rebondis encore sur Warner. Logiquement, c'est lui qui empêche ces ballons-là. Si le quarterback il commence à lancer le ballon, ben, attendez, vous avez vu, les étiez les passes dans la zone des linebackers, plein centre. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on se fasse trouver à ce niveau-là. Et Linebacker et le poste de nickel. Hein. Jimmy Ward, que pourtant j'apprécie beaucoup, était complètement dépassé lui aussi. Hein. C'était en tant que flop, hein. Vraiment. Mais moi, comme en règle générale, c'est Warner qui a les meilleurs stats sur les passes lancées en sa direction. C'est là que j'étais surpris, quoi. Mais en effet, l'arrière-ligne a été vraiment complètement dépassée. D'ailleurs, mention, parce qu'on l'a mis sur un piédestal pendant toute la saison, et à raison, mais Hufanga nous a sorti aussi son plus mauvais match de l'année. Hein. Clairement, à la couverture, c'était catastrophique, Hufanga. Et encore qu'il se reprend en cours de match. Parce que le premier touchdown, il est encore au zesque, comme on dit chez moi. Et après, il a recommencé à mieux couvrir. Mais c'est vrai qu'il a fait. Lui aussi, il était loin de ses standards habituels. Bon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que de toute façon, globalement, même si on n'a pas forcément les mêmes flops, globalement, le flop général, de toute façon, il était défensif. Mais bon, pour partir sur une meilleure, on va partir on espère une meilleure note. On va partir sur la preview de notre match contre les Cards. Dimanche soir, 22h25, un horaire qui devient presque habituel, puisque j'ai l'impression qu'on joue quasiment tous nos matchs autour de 22h ces derniers temps. 22h25, du coup, on affronte les Arizona Cardinals à domicile. Les Cardinals dont la saison est totalement terminée, qui jouent avec le quarterback numéro 3, on en reparlera, mais les Cardinals au fond du trou. Un match important pour nous, hein, parce qu'on sait, on est qualifié pour les playoffs, mais un match à ne pas du tout sous-estimer, et pour cause, même si on n'est pas maître de notre destin, nous pouvons encore être premiers de NFC et donc avoir la semaine de repos et l'avantage du terrain sur tous les playoffs. Il faut pour ça que l'on batte les Cardinals et que les Eagles, dans le même temps, perdent contre les Giants. Donc on peut encore espérer. Mais avant tout, de toute façon, il faut qu'on gagne pour éviter que les Vikings nous repassent devant en cas de victoire. Donc un match qu'il faudra jouer à 100%, même si l'adversaire est relativement faible. Qu'est-ce que vous attendez de ce match contre les Cardinals? Qu'est-ce que tu attends, Olivier, de ce match? Bah écoute, j'attends une réaction de la défense pour commencer. Qu'on essaie de finir le match avec tout le monde en bonne santé, c'est le plus important. Surtout maintenant qu'on va arriver, comme je disais la semaine dernière, on va passer au match pour adultes là. Quand tu gagnes, tu continues. Quand tu perds, t'as fini. Donc il faut qu'on soit le maximum en santé possible. Après ensuite, les Cardinals, ils ont fait une saison tout pourrie. Ça risque d'être certainement le dernier match de leur coach et de leur general manager. Et d'après les derniers renseignements qu'on a eu, Diop il jouera pas. Leur quarterback numéro 3, moi, ça fait quand même beaucoup de signaux négatifs de leur côté. À nous d'être, après c'est toujours pareil. Ne recommençons pas la même. Si on refait la même chose que contre les Raiders, il faudra commencer à s'inquiéter. Voilà, c'est juste véritablement ce que j'attends du match, c'est de retrouver la véritable défense, que offensivement on soit propre. Et puis voilà, et puis il n'y a même pas à discuter. Ce match doit se terminer par une victoire nette et sans bavure de San Francisco. Gonzague?
Écoute, tu as plutôt bien résumé la chose. Moi, en fait, ce qui m'emmerde, c'est que j'aurais aimé, pour préparer les playoffs, qu'on affronte une équipe de qualité. Là, clairement, on a une équipe qui a rendu les armes. Il n'y a pas d'autre terme. Leurs dernières défaites sont abominables, tant sur le fond que sur la forme. Parce qu'on sent que l'équipe a complètement rendu les armes. David Blows me fait absolument pas peur en tant que quarterback. DeAndre Hopkins, a priori, ne sera pas là. James Conner, historiquement, nous a toujours cassé les pieds, mais bon, je le trouve bien seul. Une O-line des Cardinals qui est aux abois. Bref, en fait, je ne vois pas comment ce match ne pourrait pas tourner au massacre quand on connaît les enjeux côté 49ers. Donc moi, c'est tout le paradoxe, et j'aurais préféré qu'on affronte une équipe de bon niveau pour préparer les playoffs et mériter, entre guillemets, ce first seed qu'on a l'opportunité d'aller chercher en cas de défaite de Philly. Et donc voilà, je trouve que c'est pas un bon match de préparation pour la suite. Je m'attends à une victoire, clairement. Il faudra être très sérieux, monter en compétences. Mais je trouve que c'est pas le meilleur match pour préparer ça. C'est ça qui m'embête un peu dans ce match-là. C'est que l'opposition, pour moi, en fait, ne montre aucune motivation. J'ai pas vu le match en entier, mais j'ai vu des brides de match du Falcons Cardinals. Et dès que j'ai éteint ma vidéo, je me suis dit, mais pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi je me suis Mais infligé c'est la ça? question que j'allais te poser, mais quelle idée? Ce qui m'a pris, en fait. Je me suis dit, j'aurais dû me regarder une bonne série sur Netflix, regarder un match de foot universitaire pour préparer la draft, faire quelque chose d'intelligent, quoi. Pourquoi je me suis imposé ça? Alors, heureusement, je me suis imposé le résumé et pas le match en entier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc, bref. Non, les cartes, c'est chaud, là. Ah non, mais surtout, il n'y a aucune motivation. On sent que cette équipe a baissé les bras, a lâché son général manager qui, de toute façon, je crois qu'il y a des ennuis de santé, donc j'espère qu'il va se remettre, mais la réalité, c'est qu'il ne devrait plus être en poste depuis maintenant un certain temps. Un général manager qui draft 2 années de suite un quarterback titulaire en premier tour de draft, généralement, ça dégage, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, et Cliff Kingsbury fait pour moi partie de cette classe d'entraîneurs de très grand talent à l'échelle universitaire, mais dont le système de jeu n'est pas du tout adapté à la NFL. Ça là-dessus, on va peut-être me traiter de vieux con, mais pour moi, il y a des schémas de jeu qui sont très difficilement adaptables au monde professionnel, et le style Cliff Kingsbury marchera toujours à l'université. Je n'ai pas le moindre doute de son talent en tant qu'entraîneur universitaire, mais il faut arrêter la plaisanterie. C'est bon, on a bien rigolé avec les schémas à 5 wide receivers sur le terrain, mais au bout d'un moment, on est sérieux, t'es gentil, tu laisses faire les professionnels, t'arrêtes ça. Voilà. Donc, bref. Non, mais Voilà, c'est gentil. Je vais pas te reprendre là-dessus. Pour moi, Cliff Kingsbury, il a rien à foutre ici, clairement. Mais ça fait plusieurs années que je dis ça. Pour moi, mon avis sur ce match-là, il est similaire au vôtre dans le sens où faut gagner. Hein. De toute façon, il faut gagner, mais c'est aussi un match de préparation. On en a parlé. On sera dépendant du match des Eagles qui aura lieu après le nôtre. Hein. Eux, ils jouent en prime time. Donc bon, on verra bien, mais l'important, c'est aussi de gagner pour leur mettre un semblant de pression. Et puis, de toute façon, on a aussi les Vikings qui nous mettent aussi la pression derrière. Donc, de toute façon, je pense pas qu'on ait vraiment le choix. Faut préparer les playoffs. Vous l'avez dit, l'adversaire est faible. Le match devrait être normalement, à part problème assez anecdotique, le seul truc qui restera ce match et qui restera dans les annales comme étant le dernier en carrière de J.J. Watt. Mais c'est tout, quoi. Pour moi, c'est peut-être... Il a de l'enjeu au niveau comptable, mais c'est peut-être le match le moins intéressant qu'on ait, quoi. Parce que l'adversaire est faible et a abandonné, parce qu'on attend aussi, je pense qu'on est tous ultra impatients des playoffs. Enfin, moi, je le suis, en tout cas. J'ai très hâte que vraiment on rentre dans le dur et que les choses sérieuses commencent, parce que ça suffit de jouer contre des peintres sans vouloir, sans mauvais respect, mais il est temps que le football de grand garçon commence. Et que ça soit pour San Francisco comme pour les autres, hein, en tant que fan de football, on a envie aussi de voir ces matchs avec véritable enjeu et les matchs à élimination directe. Juste avant de continuer, du coup, je fais juste un petit point. Si nous terminons premier, donc si nous gagnons et que les Eagles perdent et qu'on arrive à aller chercher cette première place, du coup, nous aurons une semaine de repos pour la semaine prochaine pour le premier match des playoffs. En revanche, si nous gagnons, et donc nous finissons deuxième et que les Eagles gagnent,
nous affronterons soit les Seahawks, soit les Lions, soit les Packers. C'est le scénario qui semble le plus probable, parce que la troisième place, si on perd, etc., et que les Vikings ce sera les Giants. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le scénario le plus probable, ce serait la deuxième place. Du coup, entre Seahawks, Lions et Packers, est-ce qu'il y a une équipe que vous préférez affronter ou pas? Tu parles d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue kiff? Non, on a envie de gagner. On a envie de gagner. Je pense que les Packers n'apprendront jamais comment jouer contre nous. Je pense qu'on peut jouer 30 fois les Packers et gagner 30 fois de la même manière. Il y a un truc. Matt Lafleur, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'à chaque fois qu'on jouera les Packers, on gagnera toujours de la même manière. Et je pense que c'est l'équipe la plus adaptée à notre jeu. Après, si tu me demandes de kiffer, comme tout le monde, je suis monté dans la hype Lions dans le style de jeu. Et donc, si tu me demandes de kiffer, je demande à jouer les Lions, bien entendu. Surtout que ce sera en plus un bon entraînement, je trouve, par rapport au schéma de jeu qui propose un très bon entraînement pour notre défense en plus. Voilà, mais je pense que s'il faut jouer stratégique ou les Packers, on peut les jouer 100 fois, on gagnera 100 fois. Olivier? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas jouer les Packers là. Je veux pas les jouer les Packers parce que c'est pas bon. Parce que moi, je veux pas qu'il aille en playoff là, Rodgers. Parce que s'il va en playoff avec la saison dégueulasse qu'ils ont fait, la dernière fois qu'il a balancé autant d'interceptions, vous savez, c'est laquelle année? L'année où ils ont gagné le Super Bowl. Voilà. Donc, je veux pas qu'il y aille. J'ai pas confiance. Rappelez-vous aussi, on perdait jamais contre Sean McVay. Allez, Makashwalou, on a perdu quand est-ce que c'était en playoff. Donc, hors de question. Moi, je veux pas jouer. Moi, je veux qu'on joue les Seahawks parce qu'ils sont nuls. Voilà. Et ça règle le problème. Après, tu me dis l'équipe. Mais Seahawks, ils sont nuls. On sait qu'on va les tuer. C'est pas la question. Je veux dire. Là, par contre, oui, pour le côté fun et ça, bon. Moi, les Lions, j'adorerais que les Lions aillent en playoff déjà, juste de base. J'adorerais que les Lions aillent en playoff. Leur coach, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait en 2 saisons, même si c'est pas toujours exceptionnel. Jared Goff, il n'est pas si mauvais que ce qu'on a voulu nous le vendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont traité de peintre, de bust, de tout ce que vous voulez. Que s'il y avait la moitié des quarterbacks à son niveau, la NFL serait encore plus fun à voir jouer, parce que c'est très très propre ce qu'il fait cette année. Après, comme je fais de la fantasy et que j'avais Williams en tant que running back, j'ai kiffé sa saison. Le petit Person Brown, non, franchement, les Lions sont une super équipe, c'est fun à voir jouer. Après, défensivement, ça explose comme du popcorn, mais offensivement, c'est kiffant. Donc oui, mais pour ce qui est si on part du principe qu'on veut gagner, il faut que ce tour-là, on joue les Seahawks, on les bat. Le coup d'après, on joue l'équipe à Brady qui sera qualifiée en trichant, on les explose. Et après, vu que les Philadelphie aura perdu, on jouera à domicile encore contre les Cowboys ou contre les Vikings. Et dans ces cas-là, on gagnerait aussi. Après, on va au Super Bowl. Et au Super Bowl, on fait la revanche contre Mahomes. Moi, je t'avoue que Ouais, j'aimerais bien que les Seahawks ne se qualifient pas. J'ai cette franchise que ça me fait chier qu'elle se qualifie en playoff, en fait. Vas-y, pardon. Ouais, moi, mon avis, c'est que je crois que les 3 match-up ont une histoire à raconter en tant que storytelling. Les Seahawks, parce que déjà, personne ne les attendait à ce niveau-là et que c'est 49ers Seahawks. Mais là où j'ai peur, même s'ils sont à chier, je suis d'accord avec Olivier, et là où j'ai peur, c'est que c'est 49ers Seahawks, donc on n'est jamais vraiment sûr. Les Lions, je suis d'accord avec vous, moi je suis dans le train Lions aussi, j'adore, je suis vraiment fan. Moi, Jared Goff, je vais pas dire que je suis un des plus grands défenseurs, mais j'ai toujours beaucoup aimé Jared Goff et j'ai toujours plutôt défendu Jared Goff en tant que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour les Lions, parce que je vois personne aussi non plus à la draft derrière pour être vraiment meilleur que lui et changer l'équipe. Donc pour l'instant, moi je suis pour garder Jared Goff. Et aussi parce que c'est une équipe qui pourrait nous convenir, mine de rien, niveau jeu, même si, parce qu'ils ont une très grosse attaque, mais on a une très grosse défense. Et par contre, ils ont une défense toute pourrie. Ils ont une défense toute nulle. Et du coup, ce serait parfait aussi pour nous. Et la dernière, c'est les Packers. Et moi, je vais être plus l'avis d'Olivier là-dessus. C'est que au bout d'un moment, le fait de jouer 30 fois, gagner 30 fois, il y a un moment donné où ça va se retourner contre nous et ça ferait chier que ça soit maintenant contre peut-être les pires Packers depuis 15 ans.
Donc non, j'ai pas envie de jouer. Pour le coup, j'ai pas envie de jouer les Packers. Même si on sait qu'on a forcément un avantage aussi psychologique sur Rodgers, mais j'ai pas forcément envie de jouer les Packers. Donc si je devais choisir, je dirais Lions. Qui pour moi est l'équipe la plus dangereuse, hein. Les deux autres me font pas peur, moi. Mais vraiment, je suis pas du tout de votre avis concernant les Packers, paradoxalement. Mais les Lions, moi, pour moi, ils peuvent quand même nous casser les pieds parce qu'ils ont vraiment, je trouve, une attaque très créative. Et le match face aux Raiders m'a un peu fait douter face à des schémas, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, avec des jeux renversés, des choses comme ça. Donc ouais, ce sera un kiff de les jouer, mais je m'attends à un match très difficile face aux Lions. Alors que les autres, non, je suis serein. Moi, les Seahawks, non, je maintiens que ça me casse les pieds qu'ils se qualifient pour les playoffs. En tant que vrai supporter des 49ers depuis des années comme vous, je n'ai Ah non, mais là, sur ce point-là, je suis d'accord. aucune envie de voir les Seahawks en playoffs. Je leur souhaite du mal. Pardonnez-moi, les supporters des Seahawks qui nous écoutent. Mais, Non, quand on joue avec un coup gris bleuté et vert, on se tait, c'est tout. Voilà. Non, au football américain, on n'a pas le droit de parler comme ça, sauf si c'est de Brady. Voilà, on peut souhaiter du mal qu'à Brady. Les autres, on n'a pas le droit. Et aux Patriots aussi, mais bon, ça c'est plus voilà. Non, moi plus Et Ambry Thomas, mais c'est un autre débat. Mais c'est pas pareil, André Thomas, mais c'est parce qu'on l'aime qu'on le critique un peu. Voilà. Non, mais moi, pour revenir sur ce que tu disais, t'as pas peur des Packers. Bon, quand même, en face, ils avaient Justin Jefferson et ils ont Alexander, il a dit ouais, le match aller, j'y étais pas. Au match retour, on verra. Au match retour, il a mis dans sa poche à Justin Jefferson. On l'a pas vu du match. Alors qu'il y avait quand même une putain de hype, comme quoi c'était le premier receveur à pouvoir se mêler à la lutte pour le titre de MVP, quoi. Donc la défense des Packers est en train de s'ajuster. Il y a un cornerback que j'aimais beaucoup l'année dernière, Douglas, que j'aurais bien aimé qu'on récupère, qui fait une très très belle saison aussi. Ils ont un reteneur de coups de pied qui est exceptionnel. C'est les petits trucs à la con, les retours de coups de pied où tu prends un touchdown et un pick 6, tu es mené 14-0, merci, au revoir, à bientôt, quoi. Parce qu'après, si Rodgers il a de l'avance, il sait la faire tourner, la gonflette. Donc c'est pour ça que je préfère éviter sur les trois. Ce que je préfère éviter, c'est les Packers. Après les deux autres, ça me dérange moins. J'ai vu un Rodgers qui s'énerve tout au long de la saison et si on réussit notre début de match et qu'on contre leur attaque d'entrée, on va revoir ce Rodgers qui s'énerve. Non, je suis pas inquiet. Je suis assez serein. Ouais, mais quitte à voir Rodgers qui s'énerve, je préfère le voir faire son ouin-ouin juste parce qu'il n'est pas en playoff et déclarer pour la 52e fois qu'il prend sa retraite et qu'il va aller fumer de la bœuf en Californie. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de voir Rodgers être malheureux avant les playoffs. Du coup, on va revenir à notre match contre les Cardinals, même si c'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde, mais il y a quand même encore un match à jouer en saison régulière. Est-ce que vous avez un Factor X pour ce match, Olivier? Est-ce que tu as un Factor X pour le match, un truc que tu aimerais voir dans notre équipe contre les Cards? J'aimerais voir particulièrement le petit Purdy, voir s'il va réussir à me faire un match tout propre. Je dis pas des stats étincelantes, je m'en fous, moi, des stats de 450 yards avec 3 passes entre les guibolles, je m'en fous. Ça, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me fasse un match tout propre. Comme j'avais demandé la semaine dernière, qu'il me fasse jouer tout le monde. Et qu'il le fasse de façon intelligente. Parce qu'il y a des moments où on dirait on dirait que sur le terrain, il voit que McCaffrey, où il y a des moments où on dirait que sur le terrain, il voit que Kittle. Je voudrais qu'il arrive sur un drive à ne pas, sauf sur le dernier drive, quand il reste même pas 2 minutes de jeu et que tu as Ayuk qui est en feu, que tu as le ballon comme qui est en feu, c'est normal. Mais je veux dire, de façon générale, je voudrais qu'il permette à tout le monde d'avoir de quoi manger dès le début du match. C'est ce qui lui manque, ce qui est tout à fait normal vu qu'il est rookie et que c'est son 4e match. Mais c'est sur ça que je veux le voir progresser. Et c'est vrai que maintenant, je suis rentré un peu sur les matchs quand je regarde surtout ce qu'il fait le gamin, pas pour le critiquer parce que je ne suis pas un hater non plus, mais c'est vraiment pour voir ses axes de progression. Gonzague, un Factor X? Moi, j'ai un Factor X, c'est une chose que j'aimerais voir. Le Factor X, c'est comment est-ce qu'on arrête Connor au poste de running back, car historiquement, c'est un running back qui n'est pas une star, mais qui nous a toujours cassé les pieds. Donc, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on prépare nos playoffs en arrivant à le stopper. Ça, c'est pour moi mon Factor X. Et ce que j'aimerais bien voir, parce qu'on l'a très peu abordé lors du dernier match face aux Raiders, c'est que contrairement à Olivier, j'ai trouvé, comme beaucoup de supporters, que McCaffrey était surutilisé. C'est dangereux.
Si demain il se blesse, ça fout pas mal de choses en l'air. Et moi, j'aimerais bien voir justement un peu ce que j'appellerais nos joueurs numéro 2 à chaque poste. J'aimerais voir du Jennings performer. J'aimerais voir un peu un comité de coureurs avec notamment Mason mis à contribution. J'aimerais revoir, mention spéciale à Kevin, Ross Dwelly, également pour venir un petit peu compléter George Kittle. Je ne parle en aucun cas, comprenons-nous bien, de faire tourner. C'est pas du tout mon propos. Parce que je pense au contraire qu'il faut garder les titulaires sur le terrain. Je dis juste qu'il faut varier nos cibles. J'ai trouvé vraiment qu'on devenait une équipe un peu unidimensionnelle face aux Raiders. Ça me pose problème. Historiquement, de manière générale, et encore plus pour ces 49ers-là. Donc voilà, j'aimerais voir plusieurs joueurs performer au lieu d'en voir 2 ou 3. Voilà. Ouais, moi sur mon Factor X, j'avais un petit peu la même réflexion que toi, Gonzague. Moi, je l'avais sur le coaching staff. Faites-moi pas tourner, c'est pas le bon mot, mais utilisez-moi plein de joueurs. Parce que si on va dans un match tout à fait logique, ce qu'on espère que ce sera le cas, le match devrait être gagné, disons, au pire à la fin du troisième. Et à ce moment-là, moi, je veux que tous les mecs numéro 2, comme tu dis, Gonzague, donc les Jennings, Dwelly, Danny Gray, pourquoi pas, Mason, Davis Price, et même en défense, les Flanagan Falls, les Samuel Mack, etc., puissent avoir du temps de jeu, puissent avoir des répétitions, pas tous en même temps, parce que ça dessert l'équipe, mais qu'on ait un petit peu des ajouts coup par coup d'un mec qui va, comme ça, aller faire une réception, qui va aller faire un plaquage en défense, etc., pour que tous ces mecs-là se mettent au diapason quand on aura, ou si on a, et quand on aura besoin d'eux en playoff. Donc voilà, donc moi je veux voir le coaching staff, et puis aussi, comme tu l'as dit, Gonzague, le coaching staff sur la gestion de McCaffrey, parce que même si je le trouve moins utilisé que quand il était au Panthers, en même temps faire plus, c'est impossible. Je trouve quand même qu'il y a des moments sur certains jeux, notamment sur les deuxième ou troisième et 1 et 2, pourquoi c'est lui que t'envoies dans le tas pour gagner 2 yards, quoi. Non seulement parce que je pense que Mason et Davis Price sont plus à même de le faire, et parce que c'est des plays un peu plus dangereux, et dans ce cas, j'aimerais mieux qu'on envoie quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Non, mais je vois la logique, Sean qu'il ne met pas en œuvre, mais la réalité, c'est qu'il est beaucoup trop utilisé. Et McCaffrey, il a quand même un historique de blessures. Au bout d'un moment, il faut quand même prendre cet élément en ligne de compte, quand même. Je suis d'accord. Du coup, pronostic, qu'est-ce que vous voyez comme score, Olivier? C'est quoi ton prono? 27-3. Ok. Gonzague? 41-10. Oui, je vois une fessée. J'étais même hésitant à envoyer un touchdown, et je pense qu'ils vont marquer un vieux touchdown en fin de match pour sauver les meubles. Mais je sens... Pourtant, tu sais que je suis quelqu'un de mesuré, mais là, je sens une fessée. Oui, moi, ça va partir sur une fessée aussi. Moi, je 37-7. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On espère qu'on aura raison, parce que avec Olivier, on avait aussi annoncé des fessées contre les Raiders, ça s'est pas passé, mais on va croiser les doigts et espérer que ça aille mieux sur ce match-là. Oui, Olivier? On avait pronostiqué des fessées, mais j'avais quand même dit, si tout se passe bien, et si on n'a pas Oui, le... tu avais mis si un on n'a astérisque, bien sûr. T'avais mis un on n'avait astérisque. pas le Big Boulard. On avait le Big Boulard, donc ça ne s'est pas passé comme on avait dit. Puisqu'on est dans les pronostics, chers auditeurs, je vous annonce que je crois en la déontologie professionnelle des Giants, et que je crois que nous aurons le first seed à la fin. Et que donc tout ce débat que nous avons fait sur les Packers, les Lions et les Seahawks n'avait pas lieu d'être. On espère, c'est clair. Parce qu'il y avait beaucoup de débats qui disaient ouais, mais les Giants, ils ont plus rien à jouer, ils sont sûrs d'être seed 6, ils vont faire tourner. Brian Daboll a déjà confirmé en conférence de presse que ce ne serait pas le cas. Et nous, on n'est pas de ce côté-là, donc on n'est pas dedans, mais il ne faut pas oublier que Giants-Eagles, c'est une vraie rivalité de division. Exactement. Dans leur renouveau, les Giants, ils ont tout intérêt pour leurs fans, mentalement, etc., d'aller taper les Eagles. Donc non, ouais, moi je suis d'accord avec vous. Je peux voir ça. Et puis, ce serait quand même hyper marrant que
serait quand même hyper marrant que non seulement ils battent les Eagles, mais qu'ils se retrouvent en playoff, pourquoi pas. Je sais pas exactement c'est lequel le tiebreaker pour les Vikings, mais pourquoi pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés dans ce 27e épisode du Facebook Podcast. 22h25, le match contre les Cardinals dimanche. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match et surtout pour parler de notre avenir, pour parler des playoffs, pour parler de notre adversaire en playoffs. Est-ce que ce sera pour un match le week-end prochain? Est-ce que ce sera un match dans 2 semaines parce qu'on aura le first seed? On en reparlera, on verra tout ça. Et puis en tout cas, bon week-end, bonne fin de semaine, bon match et à la prochaine et go Niners. Salut. Go Niners. Salut. Come on.